Les enfants d'abord. La télévision s'est intéressée aux jeunes dans les années 60 et nous a souvent donné à rêver sur les pas de personnages attendrissants. Nounours, Colargol, mais aussi Casimir, qu'un petit garçon ici rencontre et interroge, guidé par Olivia Delpo. Dis-moi, Casimir, qu'est-ce qu'il y avait comme programme pour les enfants quand mes parents avaient mon âge? Faut dire qu'il y avait beaucoup moins de chaînes qu'à présent. Hein. En 1962, sur l'ORTF, 3 personnages devinrent très célèbres. C'était l'ours, Nounours, Nicolas et Pimprenel. Ils eurent un succès énorme et devinrent un véritable mythe, à tel point que leur créateur, Claude Lédu, retourne à présent une nouvelle série de leurs aventures. Bonsoir les amis. Bonsoir. Tout a changé en 30 ans. Aujourd'hui, ils veulent plus aller se coucher. Ils refusent. Écoute, ils refusent d'aller se coucher. À la télé, il faut applaudir. Moi, je regarde la télévision, je vois des tas d'émissions américaines ou japonaises. Puis je me dis quand même, c'est dommage qu'on soit pas là, nous. Bonne nuit, les petits. À demain. Dis-moi, Casimir, pourquoi les enfants aimaient Nounours? Écoute, Avi, son producteur qui l'a lancé à l'époque et qui recommence l'aventure t'en dira plus que moi. C'est magique. C'est de la magie, en fait. C'était un statut de grande émission. C'est ça que je regrette un peu. C'est bon, le lendemain, qu'est-ce qu'il a dit Nounours? Les enfants s'en parlaient. Enfin, il n'y avait pas grand-chose, encore une fois. Donc, c'était le grand truc, quoi. On commentait, on faisait des commentaires sur Nounours la veille. Et puis, encore une fois, ce courrier extraordinaire. Donc, je pense que si Nounours revient aujourd'hui, il ne reviendra pas de la même façon exactement. C'est vrai. Un peu plus tard, en 68, il y a eu un adorable petit ourson appelé Colargol. Son créateur, Albert Barillet, l'avait créé avec beaucoup d'amour. Ceci est la 48e maquette. Voilà donc ce qu'est devenu le personnage de Colargol, un petit ourson qui n'est pas très ossant, enfin qui a les yeux bleus. Hey Colargol, et pourquoi tu t'envoles? Tu nous sembles bien pressé. Je n'ai pas le temps de donner d'explications. Je voulais, moi, un ourson que chaque enfant ait envie de serrer dans les bras. Et c'était pas évident, parce qu'il fallait en plus que ce soit suffisamment mobile pour pouvoir faire de l'animation. Colargol a été réalisé et tourné en Pologne. Il y avait 12 personnes qui travaillaient pour faire 4 secondes par jour. 4 studios ont travaillé là-dessus, et cela a pris 8 ans, si je ne m'abuse. Jamais plus, personne ne pourra faire ça. Parce qu'aujourd'hui, cela coûterait un prix tel qu'il est impensable que les recettes télévision permettent ce genre de travail. Et toi, au fait, Casimir, je t'ai vu sur Canal J, t'es un vieux, toi aussi. Oui, évidemment. Moi, j'ai fait carrière sur TF1 de 74 à 82. J'ai été une grande vedette. C'est normal. Même si, au début, ça n'a pas été très facile. Au début, on s'est pris un nombre incroyable de critiques parce que Casimir était trop laid, parce qu'il était stupide, parce que ça ne collait pas du tout. Et peu à peu, grâce aux enfants, on a conquis aussi l'estime des parents. C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. C'était rassurant, l'île aux enfants. Et je crois que c'est ça qui est resté à travers les âges et que c'est pour ça qu'on sent autant d'émotions souvent chez la génération des 20-30 ans. C'était quand même l'âge d'or des émissions jeunesse. Quand Christophe Izard a créé Les Visiteurs du mercredi, c'était la première fois que l'on consacrait 4h30 d'antenne rien que pour vous. On chante, on rit, c'est merveilleux. Vive la vie, on est heureux. Le mercredi. C'était fantastique parce que on faisait énormément de choses. À l'époque, on faisait 85% d'audience. C'est-à-dire qu'on arrivait même à 95% de part de marché, puisqu'il n'y avait que 2 chaînes à ce moment-là. Il y en a une que tu connais, c'est Dorothée. Ah oui, elle, je la connais. Eh bien, Jacqueline Joubert l'a découverte et l'a lancée dans une émission qui s'appelait Récréa 2 en 1978. Regarde sa première émission. Eh oui,
Récréa 2, c'est votre émission tous les jours pendant les vacances. Je ne vais pas être seule pour vous la présenter, rassurez-vous. Je suis en compagnie d'un goody-goody. Qu'est-ce que c'est qu'un goody-goody? C'est un héros gentil d'un western, c'est ça. Vous savez que c'est très difficile de lancer un programme. J'en ai eu des nuits d'insomnie en se disant, voyons, on a engagé tout ça, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va plaire? Moi, je savais bien ce qui allait plaire ou pas, mais il faut aussi ne pas faire n'importe quoi et chercher l'audimat à tout prix. Parce qu'avec l'audimat à tout prix, on sait ce qu'il faut faire et ça, c'est honteux. Tout ça m'a l'air bien compliqué. Ça serait peut-être plus simple si les enfants faisaient eux-mêmes leur émission. Ben ça, c'est pas une mauvaise idée. Mais enfin, que veux-tu? Chacun son boulot. Maureen Dorès, cette télévision que vous aimez, quel souvenir surtout gardez-vous de votre enfance? Ça vous rappelle quelque chose? Ah oui, L'île aux enfants, oui. Beaucoup. L'île aux enfants, c'est vraiment un truc... Je connais encore tous les personnages et... Ah oui, L'île aux enfants, oui. Certaines émissions, vous les avez vues, là, vous n'étiez pas nés, vous avez 22 ans. 23. Oh pardon, excusez-moi, je vous ai rajeuni. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une toute autre manière de parler aux enfants. Vous ne pourriez plus parler de cette façon-là, je crois. Vous savez, il y a un exemple très, très simple. C'était Les Mystérieuses Cités d'Or. Après Les Mystérieuses Cités d'Or, il y avait un petit documentaire qui faisait 1 minute 30. On l'a regardé pour reprendre ça. C'est trop long. C'est trop lent surtout. Les gosses maintenant, ils ont une démarche intellectuelle, je veux dire, qui est mais 4 fois plus rapide que ceux d'avant. Je voyais que la rigole, c'est comme ça, mais ils regardent même plus tout ça. Faut que ça Casimir, ça vous plaît? Oui, ça me plaît pour ce que c'était, mais c'est plus ça. Et, je sais pas, on disait qu'il reprenait Nounours et tout ça. Moi, je suis totalement contre. Et justement, on en parlait avec Christophe Izard, avec qui je travaille. On disait, il y a des gens qui disaient, mais reprendre les enfants. Mais non, ça va, c'est le passé. Je veux dire, pitié, qu'on montre quand même qu'on peut faire autre chose. C'est très bien ce qu'ils ont fait, mais c'est bon, on va pas faire du Rubens toute notre vie quand même. Il faut que des gens aient fait autre chose. Alors Maureen, vous venez de Canal+, vous êtes maintenant sur France 2, Chalut Maureen. Pourquoi ce titre? Chalut, parce qu'en fait, c'est Charlie, Lulu et Maureen. Et comme ça faisait en même temps, salut. Alors, est-ce banale simplicité que de dire que vous êtes l'anti-Dorothée? Je suis pas contre Dorothée. Je suis contre un monopole. À partir du moment où il y a un monopole quelque part, particulièrement dans la télévision, ça me fait plaisir de savoir que je peux y mettre une faille. Oui. Maintenant qu'elle s'appellerait Angélique, que ce ne serait pas une femme, que ce serait un homme, etc., je m'en fiche. Actuellement, c'est qu'il y a des gens qui, parce qu'ils ont un monopole, en ont, je pense, abusé. Et je pense que c'est sain pour tout le monde, comme pour eux, comme pour moi, de dire attendez les gars, d'abord vous n'avez pas le monopole, et puis on peut peut-être faire autre chose. C'est stimulant pour tout le monde. Mais il y a quand même quelque chose de troublant. Maureen Dor, vous appelez, c'est votre vrai nom? Oui, c'est mon vrai nom. Dor, Dorothée. Égale Dorothée. J'y ai pensé il y a pas longtemps. Mais vous y avez pensé? Mais pas longtemps, donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Dor. Et en plus, parfois, on me dit, t'as la voix de Dorothée. Dorothée. Oui, vous êtes quand même de celles et de ceux qui ont grandi à l'ombre tutélaire de cette dame. Mais oui, mais pourtant, je n'ai pas un grand souvenir. Je sais, mais quand on me dit émission jeunesse, je pense pas à ça. Sincèrement, je pense L'île aux enfants et des excellentes émissions jeunesse en Belgique. On avait des super bonnes émissions jeunesse. Parce que vous êtes belge. Mais vous êtes nombreux à être belges. Oui. Oui. Il y a Raymond DeVos, il y a Christine O'Krent, il y a Johnny Hallyday, il y a comme Annie Cordy. Annie Cordy, Frédéric François. C'est l'idole, Frédéric François, pour vous? Non, mais c'est parce que j'ai suivi ses fans et donc j'ai vu qu'il était une idole pour beaucoup de gens. Alors on s'aperçoit, Maureen Dor, que vos débuts sont prometteurs. En effet, vous rivalisez avec la grande aînée. Dorothée, quoi qu'il arrive, elle sera sur votre route. Ah, ça. Et dans le même temps, puisque vous venez le mercredi et le samedi, il vous est arrivé de la dépasser. Alors ça, je veux dire... Il m'est arrivé, oui. Oui, 2 fois en suivant. Enfin, je veux dire, c'était pas un coup... c'était pendant 2 matinées en suivant... oui, on l'a dépassé. Et vous voulez l'abattre? Quelle est votre ligne éditoriale, là, comme on dit dans notre métier? Vous savez, depuis que je fais l'émission, je suis pas là à zapper. Je sais plus ce qu'elle fait. Je sais pas ce qu'elle fait ou quoi que ce soit. Je me dis simplement, qu'est-ce que moi je suis capable de faire? Dans quoi Charlie, Lulu et moi, on est bons. Eux, ils sont des chanteurs hors pair. On va faire ce que nous, on sait faire. Si on veut faire le contraire, ça ne marchera pas. Puis vous savez, on va être très franc. Si eux, ça marche, c'est qu'il y a une raison. Alors la raison, c'est soit c'était à défaut de.
Parce que vous n'étiez pas là encore. Parce qu'il n'y avait rien en face. Il n'y avait rien en face. Soit c'est parce que foncièrement, c'est ce que les gens ont envie de voir, ce que les enfants. Bon, bah, comme le mercredi, il ne faut pas rêver, elle est quand même, on le voit avec les chiffres, c'est encore. Sincèrement, nous aussi, on se remet en question, en train de dire, bon, bah, il faut peut-être pas non plus leur dire, bon, si eux font Z, on va faire A. Tout ça revient à la même question. Est-ce qu'on peut rester sincère et frais pendant 20 ans? Oh, je devine ce que vous pensez. Non. Dorothée devrait s'arrêter, c'est ce que vous avez voulu dire. Mais je pense qu'elle je m'en fiche qu'elle arrête ou pas. C'est simplement, moi, je pense que, pour moi, c'est une leçon. Tout ça est une leçon. Et vous permettrez à vos enfants, lorsque vous en aurez, de regarder Dorothée, parce qu'elle sera encore là. Hein. Ça, je peux vous le dire, les yeux dans les yeux. Hein. Mais tant mieux, parce que ça marche pour elle. Vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que je la regarderai si dans l'état ou dans ce qu'ils font maintenant, je ne suis pas sûre. Mais je ne suis même pas sûre que les enfants ont envie de la voir. La manière dont je vais les éduquer, ils n'auront pas envie de voir. Alors, Morinder, vous le savez, la télévision propose des séries que l'on appelle sitcom. Oui. Situation de comédie. L'une d'entre elles obtient un grand succès sur M6. Il s'agit de Classe Mannequin. Allez, je regarde. Et Gilles Gansman s'est glissé dans les coulisses de cette série. Ah, chouette alors. Alors là, c'est un des scénars de Classe Mannequin. Ça se présente comme ça. Voilà, il y a à peu près une quarantaine de pages. Et puis ça fait 26 minutes à l'écran. Et c'est reparti pour une 3e saison de Classe Mannequin. Vanessa, Linda et Olivier reprennent le chemin des plateaux pour 40 nouvelles histoires. Et là, le plus dur, il faut se rappeler des textes. Non, mais on a du texte. Je sais pas si toi t'en as beaucoup, mais il y a du texte. Là, c'est un truc qui clip en premier, et ensuite il y a le texte. Et il se passe quoi? Je sais. J'ai sûrement une tête, je sais. Comment nous protégeait-il? Voilà. Je vais le redire, moi. Ça paraît simple pour les gens qui regardent parce que c'est la façon dont on parle. Mais c'est vrai que le langage parlé, c'est plus difficile à retenir, surtout quand il y a plein de petites phrases. Et là, c'est une séquence avec plein de petites phrases clés. Donc, Dans une sitcom, le tournage doit être rentable. On répète une fois et on tourne. Vous attendez quoi? J'attends qu'on tourne la scène, là on vient de la répéter. Donc là on va la tourner et vu que j'arrive en milieu de scène, j'attends dans mon coin avec un magazine pour que le temps passe plus vite. Et Victoire, quand tu regardes ce qui se passe, tu dois voir la caméra qui est en face de toi. On ne recule devant rien, il y a des costumes d'époque et les actrices sont émerveillées. Moi, ce que j'aime bien, c'est la crème de ce masque-là. j'adore ça. En plus, je te dis, ça cache les formes. Même si t'as un gros cul, tu mets ça. Bah, comme ça fait une petite taille. Oui, c'est vrai, c'est bien. Tu vois, mais on voit pas mes grosses fesses. Ce qui a changé depuis l'année dernière, une seule chose, le salaire des comédiens qui a presque doublé, 4 000 francs par épisode. Merci, parfait. Ça vous a plu? La dernière réplique à peine prononcée, on change rapidement de décor, les techniciens déplacent les 4 caméras d'un plateau à un autre. Vous voyez, dès qu'il y a un peu de musique, même une seule note, j'entends des sifflements. C'est un rythme de 26 minutes de tournage par jour. C'est-à-dire que c'est 13 heures de tournage à l'affilée avec 3 quarts d'heure, une heure les jours de luxe pour déjeuner. Et puis un tournage qui se termine à 20 heures, le temps de rentrer chez soi il est 21 heures, d'apprendre les textes pour le lendemain. Ça fait des journées très longues. Alors vous comprenez, le bal, c'est milliers de notes qui font danser des centaines de pieds. Quand on arrive avec des textes de sitcom où il y a forcément moins de choses que dans du Molière ou du Shakespeare ou des grands auteurs inoubliables dans le genre, on se dit merde, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Qu'est-ce que je vais défendre là-dessus? Surprise de voir Bernard Desrand, acteur de la Comédie Française, qui se retrouve dans une sitcom. Et surtout, c'est une cause de souci. On ne peut pas être totalement satisfait d'un travail comme ça. C'est un peu trop rapide et on a toujours l'impression qu'on aurait pu mieux faire. Et c'est vrai, c'est un peu juste, seulement ce sont les impératifs absolus maintenant, sinon on ne fait rien. Voilà. Tournage terminé. Merci à tous. Non, mais il y a des plannings. Mais ça vous va bien, les lunettes? Oui, mais bon, quand même. Remettez pour voir. Je suis myope comme une taupe. Oui. Non, je trouve que vous pouvez installer une image. Alors, quelles sont, Maureen, vos ambitions pour demain? Quels sont les programmes que vous souhaitez présenter? Waouh! Demain ou après-demain? Demain, l'avenir. Demain, c'est l'avenir. C'est pas demain matin. Ce que j'espère, je suis persuadée, il y a une chose dont je suis persuadée, c'est qu'on a plusieurs vies dans une vie. Ouais. D'ailleurs, si on se dit pas ça, le revers de la médaille peut être très dur.
Donc je me dis que ce que j'aimerais bien, c'est un jour faire de la télé, mais pourquoi pas de la radio aussi, ou faire du théâtre. J'ai quand même une formation un peu de comédienne, c'est vraiment quelque chose dans lequel ce que je fais depuis toute petite. Mais à quel âge avez-vous assuré vos premiers pas devant les caméras? Quand j'avais 10 ans, j'ai tourné dans un film avec Marie Dubois. C'était quel film? Ça s'appelait Une femme en fuite. C'était un peu La Salle en fuite plutôt, mais bonne expérience. J'ai compris, Maureen Doff, que la jeunesse n'occupera pas toute votre vie. Donc d'abord, on peut redire que dans 3 ans, vous serez déjà parti au moins de cette discipline-là. J'en sais rien, en même temps, c'est ce que je dis. Il vaut mieux se dire ça que se dire je suis parti pour 20 ans. Je me dis, on verra, parce que si ça se trouve, les choses vont tellement évoluer que je voudrais pas en partir. Et que j'aurais l'impression d'avoir tellement de choses à faire là-dedans. L'idée, c'est pas ça, c'est que l'idée, c'est d'évoluer dans son boulot. Si dans 3 ans, je présente la même émission, dans le même décor, avec les mêmes horaires, avec le même genre de feuilleton, oui. Si après on me dit, mais tu sais, il y a ça à faire encore, et puis pourquoi pas ça, et des gna. Bon, bah alors évidemment, je reste. C'est le principe des choses assises et installées. J'ai l'impression que vous êtes bien parti. Si. Où est-ce que je vais arriver? Rendez-vous mercredi, Maureen Doff? Oui, avec Charlie et Lulu. Dernier carrefour de rencontre, ligne d'ailleurs, encore des fragments inattendus volés aux télévisions du monde et choisis, sans doute malicieusement, par Denis Vincenti. Nous sommes en Turquie sur une chaîne de téléachat. Voici un produit exaltant pour les calvities précoces. Il s'agit d'une bombe de peinture que l'on utilise sur les crânes dégarnis. Avec ce produit, fini les implants et les moumoutes et bonjour la peinture à cheveux. En Italie, cette émission quotidienne sur les exploits personnels nous a présenté cette semaine un cure-dent à plumes. Bon appétit. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous évoquions le jeu de l'œuf dur d'une télévision turque. Cette semaine, nous vous présentons l'émission concurrente, le jeu du mange-poire, ou comment un candidat doit manger une poire en moins de 15 secondes. Question, quel jeu va remporter les suffrages des téléspectateurs, l'œuf dur ou la poire? Voici un programme étonnant diffusé sur une télévision norvégienne. Il s'agit d'une émission d'un téléévangéliste américain faisant une tournée mondiale. Le téléévangéliste, qui tient plus du catcheur que de l'homme de foi, réussit tout de même en quelques heures à enflammer une salle de 10 000 personnes. Et pour terminer, on se remet une couche de peinture à cheveux sur le crâne. Dark brown, medium brown, light brown, auburn, silver black, silver brown. Fin de ligne de mire, bonne soirée, bonne semaine, à dimanche prochain.